Celle qui possédait le don de guérir était crainte, enchaînée, abandonnée à la solitude de la nuit. Mais ce qui allait suivre n'allait pas seulement sceller son destin, mais aussi celui de tout un village. Ce récit dépasse la simple injustice. C'est une chronique de transformation, de courage, et l'histoire d'un guerrier mystérieux prêt à tout risquer. Saint-Roch, 1875. Une chaleur accablante écrasait la vallée. Des grains de poussière dansaient dans les raies de lumière obliques qui perçaient les interstices des planches vieillies des bâtisses. Élise Ducharme se tenait à la lisière du bourg, ses doigts fins caressant le rebord d'un pot en grès contenant un mélange d'herbes qu'elle avait cultivé avec patience. À 27 ans, avec sa chevelure auburn qui semblait s'embraser sous le soleil couchant et ses yeux couleur de sauge, Élise inspirait autant le respect que la méfiance. « Mademoiselle Ducharme !» Un garçonnet d'à peine 10 ans arriva en courant, ses bottes soulevant des nuages de terre sèche. « La fièvre de maman est tombée. Elle dit que c'est votre infusion qui a fait le miracle. » Élise sourit, le coin de ses yeux se plissant de douceur. « Je suis heureuse de l'entendre, Julien. Dis à ta mère de finir tout le bocal, même si elle se sent mieux. » Alors que l'enfant s'éloignait en gambadant, Élise sentit le poids d'un regard peser sur sa nuque. En se retournant, elle croisa les yeux froids du père Mallet, un homme dont le visage anguleux semblait figé dans une désapprobation éternelle. « Vous soignez les malades, mademoiselle Ducharme ?» Sa voix portait loin, attirant l'attention des passants. « Juste quelques herbes pour la fièvre, mon père. Rien de plus que ce que la nature nous offre. » La nature ou autre chose? Le prêtre s'approcha, son ombre s'étendant sur le visage de la jeune femme. « Les gens jasent, mademoiselle. Ils s'interrogent sur une femme qui vit seule, qui en sait trop sur les plantes qui guérissent, et peut-être sur celles qui tuent. » Élise redressa l'échine. « Je n'ai fait de mal à personne, j'aide là où je peux. » Votre mère était pareille, n'est-ce pas, avant que le typhus ne l'emporte. Ces mots étaient doux, mais tranchants comme une lame de rasoir. Certains disent qu'elle savait que la mort venait, qu'elle en avait rêvé. Le cœur d'Élise battait à tout rompre contre ses côtes. Sa mère avait effectivement parlé de rêves, de visions qui se réalisaient parfois. Un don, comme elle l'appelait, bien qu'elle eût averti Élise de garder ces choses secrètes. « Ma mère était une bonne âme qui a aidé beaucoup de gens ici, y compris pour la naissance difficile de votre propre nièce. » Elle serra plus fort son panier contre elle. « Si vous voulez bien m'excuser. » Tandis qu'elle s'éloignait, les murmures la suivirent. Saint-Roch était devenu de plus en plus soupçonneux depuis que la sécheresse s'était installée 3 mois plus tôt. Les récoltes flétrissaient sur pied, le bétail maigrissait à vue d'œil, et la rivière qui bordait la ville n'était plus qu'un filet d'eau boueuse. Il fallait un coupable. Ce soir-là, alors qu'Élise préparait son souper dans sa modeste cabane à l'écart du bourg, on frappa à sa porte. En ouvrant, elle découvrit Marguerite Renard, la femme du forgeron, la peur au ventre. « C'est Lison », chuchota Marguerite, parlant de sa fille de 12 ans. « Elle a des convulsions. Elle hurle qu'il y a des ombres sur les murs. Le père Mallet dit que c'est l'œuvre du diable. Mais Jacques et moi, nous avons espéré que vous sauriez quoi faire. » Malgré le danger, Élise rassembla ses affaires. « Laissez-moi la voir. » La maison des Renards était bondée à leur arrivée. Le père Mallet se tenait au chevet de Lison, bible en main, tandis que la fillette se débattait contre les bras de son père qui tentait de la contenir. « Que fait-elle ici ?» tonna Mallet. « Nous lui avons demandé de venir » déclara fermement Jacques Renard. Élise s'approcha du lit, notant le visage rouge de l'enfant et ses pupilles dilatées. A-t-elle mangé quelque chose d'inhabituel? Des baies dans les bois, peut-être? Marguerite étouffa un sanglot. Elle et les autres enfants jouaient près du vieux chêne hier. Ils faisaient de la fausse cuisine avec des fruits sauvages. Élise reconnut immédiatement les symptômes. Empoisonnement à la belladone. « Je peux l'aider, mais je dois agir vite. »« La belladone est l'herbe du malin, » intervint le prêtre. « Cela confirme mes soupçons. L'enfant est ensorcelé, et nous savons par qui. » Son regard accusateur tomba lourdement sur Élise. « C'est de la médecine, pas de la magie, » répliqua-t-elle, préparant déjà une mixture pour faire vomir l'enfant. « S'il vous plaît, laissez-moi la sauver avant qu'il ne soit trop tard. » Durant les heures tendues qui suivirent, Élise travailla sans relâche. À l'aube, la fièvre de Lison tomba et les hallucinations cessèrent.
La fillette dormait paisiblement, sa respiration devenue régulière. « Merci », murmura Marguerite, les larmes ruisselant sur son visage. Mais la victoire fut de courte durée. En sortant de la maison, Élise trouva une foule rassemblée, menée par le père Mallet. Derrière eux, au loin, une silhouette solitaire à cheval observait depuis la colline. Un guerrier des plaines. Sa silhouette se découpait nettement contre le soleil levant. « Élise Ducharme !» La voix de Mallet résonna dans la cour. « Vous êtes accusée de pratiquer la sorcellerie et de pactiser avec les forces obscures. Vous serez détenue jusqu'à ce que nous décidions de votre sort. » Alors que des mains rudes saisissaient ses bras, Élise jeta un dernier regard vers le guerrier solitaire avant qu'il ne disparaisse dans la brume matinale. La geôle de Saint-Roch n'était guère plus qu'un hangar solide aux barreaux de fer. Construite à l'origine pour dégriser les ivrognes et retenir les voleurs de bétail jusqu'au passage du juge itinérant, elle retenait maintenant Élise Ducharme, la sorcière présumée, en attendant le verdict de la ville. Le shérif, Bastien, un homme usé par le temps aux yeux bienveillants qui contredisaient son allure sévère, glissa une assiette de ragoût et de pain à travers les barreaux. « Mangez quelque chose, mademoiselle Ducharme. Vous affamer n'aidera pas votre cause. » Élise restait assise sur l'étroit lit de camp, ses jupes ramassées autour d'elle. 3 jours s'étaient écoulés depuis son arrestation. Quelle cause, shérif? Nous savons tous les deux qu'il n'y aura pas de procès. Bastien soupira, ôtant son chapeau pour passer une main dans ses cheveux grisonnants. Le prêtre a convoqué une assemblée ce soir. Je fais ce que je peux, mais les gens ont peur. Cette sécheresse pousse tout le monde à chercher des réponses, et une sorcière est une explication commode. La voix d'Élise était aussi amère que la poussière du désert. Vous connaissez ces gens, shérif. Ils me connaissent depuis ma naissance. Une fois qu'ils seront calmés, Élise se leva brusquement. La mère de Julien serait morte sans ma sorcellerie. La moitié des enfants de cette ville auraient succombé à la toux de l'hiver dernier. Et pourtant, me voilà ici. Le shérif remit son chapeau, incapable de soutenir son regard. Je parlerai en votre faveur ce soir, c'est tout ce que je peux promettre. Alors qu'il se tournait pour partir, Élise l'interpella. « Shérif, l'Indien que j'ai vu ce matin-là, y a-t-il eu des troubles ?» Bastien marqua une pause. « On en a vu juste un qui surveillait la ville, probablement un éclaireur de la bande de l'Aigle Blanc. Ils sont pacifiques depuis le traité, mais avec la sécheresse... » Il haussa les épaules. Dormait d'un œil ouvert. Après son départ, Élise s'approcha de la petite fenêtre, fixant le ruban de ciel visible entre les toits. Ses pensées volèrent vers le guerrier qu'elle avait aperçu. Il y avait quelque chose dans sa posture, quelque chose de familier qui titillait les lisières de sa mémoire. Alors que le crépuscule s'installait, Élise entendit la rumeur du village s'enfler sur la place. Bien qu'elle ne pût distinguer les mots exacts, la cadence montante et descendante de la voix du père Mallet parvenait jusqu'à sa cellule, ponctuée par des clameurs d'assentiment. La lourde porte de la geôle s'ouvrit et le shérif Bastien entra, suivi de Jacques Renard et de 2 autres membres du conseil municipal. « Que se passe-t-il » demanda Élise en se levant. Le visage de Bastien était sombre, gravé par la fatigue. « Le village a voté. Ils veulent un... » Il ne put terminer sa phrase. « Ils vont me brûler » déclara Élise, comme s'il s'agissait d'une évidence, sa voix étonnamment stable. « Non » intervint Jacques Renard en s'avançant. « Même le père Mallet n'irait pas jusque-là. Mais ils ont décidé de vous attacher au poteau sur la place. Ils vous y laisseront toute la nuit. Si vous survivez jusqu'au matin sans que le diable ne vienne à votre secours, ils y verront un signe de votre innocence. » Élise laissa échapper un rire creux, dénué de joie. « Et si un coyote ou un loup passait par là cette nuit ? » « J'aurai des hommes qui veilleront, » assura le shérif, bien que son ton manquât de conviction. « Pas de trop près, j'imagine, » répliqua-t-elle. Lorsqu'ils la firent sortir de la cellule, le soleil couchant baignait Saint-Roch d'une lumière couleur de sang. La grande place s'était métamorphosée en un lieu méconnaissable, un théâtre de jugement plutôt que de communauté. Un poteau de bois brut avait été érigé et tout près, le père Mallet haranguait la foule. « Que la volonté de Dieu soit faite » clama-t-il alors qu'on amenait Élise. « Si elle a commercé avec les puissances des ténèbres, qu'elle la sauve maintenant. » Élise scruta les visages de l'assemblée. Certains détournaient le regard, honteux,
D'autres la fixaient avec peur ou une colère vertueuse. Marguerite Renard pleurait ouvertement, tandis que son mari la retenait par les épaules. « Quelqu'un parle-t-il pour cette femme » demanda Mallet, bien qu'il fût clair qu'il n'attendait aucune réponse. À la surprise générale, le shérif Bastien s'avança. « Moi. Élise Ducharme n'a fait que du bien à ce village. Elle a soigné vos enfants, apaisé vos douleurs, aidé à mettre vos bébés au monde. Cette sécheresse n'est pas de son fait, c'est simplement la nature. » Un murmure parcourut la foule, mais Mallet leva les mains pour imposer le silence. « Les œuvres du malin prennent souvent l'apparence de bénédiction, shérif. Sa plus grande ruse est de faire passer le mal pour le bien. » Tandis qu'on liait Élise au poteau, la corde rugueuse écorchant ses poignets, elle garda la tête haute. « Vous commettez une erreur, » lança-t-elle assez fort pour que tous l'entendent. « Cela ne fera pas tomber la pluie. Cela ne sauvera pas vos récoltes. C'est la peur qui dresse le voisin contre le voisin. » Mallet s'approcha d'elle, baissant la voix pour n'être entendu que d'elle seule. « Votre mère aurait dû finir à ce poteau il y a 20 ans, quand elle a ensorcelé mon frère et l'a poussé à la mort. Vous portez son sang maudit. » Une lueur de compréhension traversa le regard d'Élise. « Votre frère s'est ôté la vie parce qu'il ne pouvait plus supporter ses propres secrets. Ma mère a tenté de l'aider. »« Mensonge !» siffla Mallet en reculant brusquement. « Que Dieu ait pitié de votre âme. » La foule se dispersa, abandonnant Élise à la solitude des ténèbres naissantes. Elle crut percevoir un mouvement à l'orée du bourg, une ombre glissant entre les bâtisses, silencieuse comme la mort elle-même. Le guerrier solitaire observait et attendait, alors que la dernière lueur s'effaçait du ciel occidental. La nuit tomba sur Saint-Roch comme un linceul. Les étoiles émergèrent dans l'immensité du ciel, indifférentes au sort de la femme entravée en contrebas. Les épaules d'Élise la brûlaient, ses poignets saignaient là où les cordes entaillaient sa chair. L'air nocturne devint mordant, la faisant frissonner dans sa robe légère. De sa position, elle voyait les lanternes briller aux fenêtres des maisons voisines. Parfois, une silhouette apparaissait, observait un instant avant de tirer des rideaux. Ses voisins. Trop curieux ou trop lâches pour intervenir. « De l'eau » murmura-t-elle, la gorge sèche comme de la pierre. Personne ne vint. Les heures s'écoulèrent. Élise dérivait entre conscience et délire, un état vaporeux où la voix de sa mère semblait chuchoter dans le vent. « Le don se révèle dans les moments de grande détresse, mon enfant. Regarde avec plus que tes yeux. » Un bruissement la ramena brutalement à la réalité. Quelque chose, ou quelqu'un, bougeait dans les ombres entre les bâtiments. Élise écarquilla les yeux, la peur et l'espoir livrant bataille dans sa poitrine. « Qui est là ?» appela-t-elle doucement. Le silence lui répondit. Puis, le bruit inconfondable d'un pas feutré. Une silhouette se matérialisa dans l'obscurité, haute et svelte, se mouvant avec une grâce délibérée. Le guerrier qu'elle avait aperçu plus tôt entra dans un rai de lune. De près, elle vit qu'il était plus jeune qu'elle ne l'avait pensé, peut-être 30 ans. Son visage portait les marques de celui qui vit sous le ciel ouvert, et ses yeux noirs l'étudiaient avec une intensité qui lui coupa le souffle. Il portait des jambières de peau et un gilet orné de perles complexes sur son torse nu. Un couteau pendait à sa ceinture. « Êtes-vous venu pour me tuer ?» demanda Élise, retrouvant sa voix. Le guerrier s'approcha lentement. « Si je voulais ta mort, je n'aurais pas besoin de m'annoncer. » Son français était clair, teinté d'un accent chantant mais léger. « Alors pourquoi êtes-vous ici ?» Il scruta son visage, puis des cordes qui liaient ses poignets. « Ton peuple pense que tu possèdes une puissante médecine. »« Mon peuple pense que je suis une sorcière, » corrigea Élise avec amertume. « Parmi les miens, celui qui possède le savoir de la guérison est respecté, pas craint. » Il s'avança encore, tirant son couteau. « Ton village pense qu'un guerrier des plaines est une chose à craindre. Ce soir, ils ont raison. » D'un geste vif et sûr, il trancha ses liens. Le cœur d'Élise s'emballa. « Ils vous accuseront pour ça, ils vous traqueront. » Qu'ils essaient. Il n'y avait aucune bravade dans sa voix, seulement une certitude calme. « Je suis faucon vif. Je t'observe depuis de nombreuses saisons. » Alors que les cordes tombaient au sol, Élise faillit s'effondrer,
ses membres engourdis par la constriction. Faucon Vif la soutint par les bras, la stabilisant. « Tu ne te souviens pas de moi ?» observa-t-il. Élise chercha dans ses traits, trouvant quelque chose de vaguement familier dans la ligne de sa mâchoire, la forme de ses yeux. « Devrais-je » ? Il y a 10 hivers, un garçon de mon peuple gisait, mourant de fièvre dans la maison de ta mère, alors que les autres exigeaient qu'elle le chasse. Elle l'a soigné. Tu lui as apporté de l'eau et dit des mots doux quand il avait peur. Le souvenir émergea comme le soleil levant. Le garçon de l'escarmouche, le seul survivant. Élise avait 17 ans à l'époque, sa mère était encore en vie. On disait que vous aviez été recueilli par la bande de l'Aigle Blanc après ça. Faucon Vif hocha la tête. Aigle Blanc est devenu mon père. Il m'a enseigné les voies de notre peuple, mais je n'ai jamais oublié la bonté montrée par toi et ta mère. Son expression s'assombrit. Maintenant, je vois comment les tiens remboursent une telle bonté. Pas tous, défendit faiblement Élise, pensant aux larmes de Marguerite et au courage du shérif. Suffisamment d'entre eux. Faucon Vif fit un geste vers la lisière de la ville. J'ai des chevaux qui attendent. Nous devons partir vite. La réalité de sa situation s'abattit sur Élise. Aller où ? Si je fuis, cela ne fera que confirmer leurs soupçons. Ils me traqueront. Ils te traqueront de toute façon. La question est de savoir si tu seras libre ou morte quand ils te trouveront. Il tendit la main. Choisis maintenant. L'aube approche. Élise regarda en arrière, vers ce village qui avait été son foyer pendant ses 27 années d'existence. Dans ces maisons dormaient des gens qu'elle avait aidés à naître, des gens dont elle avait brisé les fièvres, apaisé les douleurs, et parmi eux, ceux qui voulaient la voir morte pour ces mêmes dons qu'ils avaient autrefois sollicités. Il y a autre chose, ajouta doucement Faucon Vif. Le camp de l'Aigle Blanc se trouve au Canyon Rouge. Parmi nous vit une très vieille femme médecine qui parle de rêves et de visions. Elle a parlé de toi. Elle dit, elle porte le même don que sa mère. Élise sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la fraîcheur de la nuit. Sa mère l'avait avertie de ne jamais parler des rêves, de ce savoir qui lui venait parfois sans qu'elle les cherchât. Que me veut-elle ? T'enseigner, t'aider à comprendre ce qui coule dans ton sang. Le regard de Faucon Vif était inébranlable. Mais d'abord, nous devons survivre à cette nuit. Un chien aboya quelque part dans le bourg, suivi d'un cri. Des lanternes s'allumèrent à plusieurs fenêtres. « Ils ont découvert ta disparition, » dit Faucon Vif. « Décide. » En cet instant, Élise vit 2 chemins s'étendre devant elle. La mort aux mains de la peur ou la vie dans l'inconnu. Prenant une profonde inspiration, elle plaça sa main dans la sienne. Ensemble, ils se fondirent dans les ombres, se déplaçant rapidement vers les abords de la ville. Derrière eux, Saint-Roch éclatait en chaos. Des cris, des aboiements, le martèlement des bottes sur la terre dure. « Ils arrivent !» chuchota Élise alors qu'ils atteignaient un petit bosquet où 2 chevaux attendaient, scellés et prêts. Faucon Vif la hissa sur l'une des montures, une jument pommelée qui resta calme sous elle. « Ils ne nous trouveront pas. Les pluies sont enfin venues pour effacer nos traces. » Élise leva les yeux vers le ciel clair et étoilé, confuse. Mais alors que Faucon Vif montait son propre cheval, elle le sentit. Une goutte d'eau unique sur sa joue, puis une autre sur sa main. En quelques instants, la pluie commença à tomber. Douce d'abord, puis avec force. La première averse que Saint-Roch voyait en 3 longs mois de sécheresse. Tandis qu'ils s'enfonçaient dans la nuit, le bruit de la poursuite s'estompa derrière eux, étouffé par le rideau béni de la pluie. Élise leva le visage vers le ciel, laissant l'eau laver la poussière et l'effroi, se demandant si c'était une coïncidence, une prière exaucée ou toute autre chose, quelque chose lié à ses rêves qu'il a visités parfois dans l'obscurité précédant l'aube. Durant 3 jours, ils traversèrent les terres sauvages, longeant les ravins et se dissimulant dans les forêts, voyageant de nuit lorsque le terrain n'offrait aucun couvert. Faucon Vif se révéla un compagnon silencieux, ne parlant que par nécessité. Pourtant, Élise trouvait un réconfort dans sa présence. Il se mouvait avec la certitude de celui qui connaît sa place exacte dans le monde, un sentiment qu'elle n'avait jamais éprouvé. Au soir du 3e jour, ils franchirent une crête surplombant un vaste canyon. En contrebas, nichés parmi les formations de roches rouges, des volutes de fumée s'élevaient de plusieurs feux de camp. Des tipis se dressaient en demi-cercle,
leur surface blanche teintée d'or par le soleil couchant. Le canyon rouge, annonça Faucon Vif. La tribu de l'Aigle Blanc campe ici depuis le printemps. Élise étudia la scène, l'anxiété nouant son estomac. M'accepteront-ils ? Ils respecteront la décision de l'Aigle Blanc. Son ton suggérait que c'était là toute l'assurance nécessaire. Alors qu'ils descendaient dans le canyon, Élise sentit des douzaines de regards suivre leur approche. Les enfants s'interrompirent dans leur jeu. Les femmes levèrent les yeux de leur ouvrage et les guerriers se redressèrent, les mains jamais loin de leurs armes. Un homme âgé émergea du plus grand tipi, son port royal malgré ses épaules voûtées. Son visage était une carte de rides, mais ses yeux restaient vifs comme du silex. Faucon Vif mit pied à terre et s'approcha de l'ancien, lui parlant dans sa langue. Élise resta en selle, douloureusement consciente de son apparence échevelée et des regards insistants de la tribu. Après plusieurs minutes de conversation, le vieil homme, qu'elle présuma être l'Aigle Blanc, s'approcha d'elle. « Fille d'Élisabeth Ducharme, dit-il dans un français accentué mais clair. Ta mère a un jour sauvé la vie de mon fils. Aujourd'hui, son fils a sauvé la tienne. » Il fit un geste vers Faucon Vif. Le cercle se referme. Élise glissa de son cheval, les jambes instables après ses jours de chevauchée. « Vous connaissiez ma mère ?» Aigle Blanc hocha la tête. « Il y a de nombreuses saisons, quand la paix existait brièvement entre nos peuples, elle était connue parmi nous comme celle qui rêve vrai. » Il étudia le visage d'Élise. « Tu as ses yeux et son don, me dit Faucon Vif. »« Je ne sais pas de quel don vous parlez, » répondit Élise avec prudence. Un sourire entendu traversa le visage buriné du chef. « Étoile du matin attend pour te parler. Elle a rêvé de ta venue. » Il se tourna, indiquant un petit tipi à l'écart des autres. « Va te reposer d'abord, mange, puis cherche sa sagesse. » Tandis que Faucon Vif la guidait à travers le camp, Élise sentit le poids du jugement s'alléger. Ici, il y avait des regards curieux, mais aucune de la peur ou de la suspicion auxquelles elle s'était habituée à Saint-Roch. Une jeune femme s'approcha, offrant une outre d'eau et un bol de ragoût. « Je suis Fleur de Pluie », se présenta-t-elle, la sœur de Faucon Vif. Élise accepta la nourriture avec gratitude. « Tu parles bien ma langue ? Les missionnaires l'ont enseignée à beaucoup d'entre nous avant que les troubles ne commencent. » L'expression de Fleur de Pluie devint sombre. « Notre peuple a beaucoup souffert aux mains des Blancs. Pourtant, Aigle Blanc conseille la compréhension. Il dit que la haine n'engendre que plus de haine. » « Des paroles sages, murmura Élise, songeant à la rancœur purulente du père Mallet. « Viens, dit Fleur de Pluie en la menant vers une petite tente. Tu peux te reposer ici. J'ai laissé des vêtements propres et de l'eau pour te laver. » Laissée seule, Élise s'affaissa sur les fourrures douces qui tapissaient le sol. L'épuisement s'abattit sur elle par vagues, et pourtant le sommeil la fuyait, chassée par des questions qui tournaient comme des vautours. Qu'attendaient ces gens d'elle ? Quel était ce don qu'ils croyaient qu'elle possédait ? Alors que le crépuscule s'épaississait en nuit, Élise émergea du tipi, vêtue de la robe de peau de daim que Fleur de Pluie lui avait fournie. Le camp s'était rassemblé autour du feu central où de la viande rôtissait sur des broches. Aigle Blanc lui fit signe de s'asseoir près de lui. « Demain, tu parleras avec Étoile du matin, » lui dit-il alors que la nourriture circulait. « Ce soir, nous t'accueillons en ami. » Faucon Vif était assis de l'autre côté du feu, ses yeux reflétant les flammes dansantes lorsqu'ils croisèrent les siens. « Dans ton village, ils craignaient ton savoir, dit-il. Ici, nous l'honorons. »« Je suis juste une guérisseuse, » insista Élise. « Je connais les plantes et leurs propriétés. Il n'y a rien de magique là-dedans. » Une femme âgée assise à proximité rit, un son semblable à des feuilles sèches qu'on froisse. La frontière entre magie et médecine est tracée par ceux qui ne comprennent ni l'une ni l'autre, dit-elle dans un français parfait. Son visage était profondément marqué par le temps, ses cheveux blancs tressés de perles colorées. « Je suis Étoile du matin. Nous parlerons davantage demain, fille d'Élisabeth. Ce soir, laisse ton esprit se reposer. » Au fil de la soirée, la tribu partagea des histoires et des chants. Malgré son anxiété persistante, Élise se sentit attirée dans leur cercle. Ces gens avaient toutes les raisons de se méfier d'elle, et pourtant ils lui offraient une acceptation qu'elle avait rarement connue à Saint-Roch. Plus tard, alors que le rassemblement se dispersait, Faucon Vif l'accompagna jusqu'à sa tente. « Tu es troublée, observa-t-il. Élise soupira.
Je ne sais pas ce qu'Étoile du matin attend de moi, ce que vous attendez tous de moi. Nous n'attendons rien, le chemin se révèle un pas à la fois. Il marqua une pause, pesant ses mots avec soin. Quand je t'ai trouvé attaché à ce poteau, j'ai vu plus qu'une femme en détresse. J'ai vu un esprit captif entre deux mondes, n'appartenant pleinement à aucun. Sa perspicacité la frappa de plein fouet. Et maintenant tu as la liberté de choisir ta voie. Sa main effleura brièvement la sienne, un murmure de contact qui envoya une chaleur à travers elle. Repose-toi, le matin vient vite. L'aube arriva avec un chœur de chants d'oiseaux. Élise sortit pour trouver Étoile du matin qui l'attendait, appuyée sur un bâton noueux. « Viens », dit simplement la vieille femme, se tournant vers un sentier qui s'éloignait du camp. Elles marchèrent en silence jusqu'à atteindre une petite source bouillonnant hors de la roche rouge. Étoile du matin s'assit au bord de l'eau, tapotant le sol à côté d'elle. « Ta mère est venue me voir en rêve il y a 3 lunes, commença-t-elle sans préambule. Elle a dit que sa fille aurait bientôt besoin de conseils. » Élise se tendit. « Ma mère est morte depuis 5 ans. Les morts parlent clairement à ceux qui savent écouter. » Étoile du matin trempa ses doigts dans la source. « Tu fais des rêves ? » ?»« Oui. »« Des rêves qui montrent parfois ce qui est à venir ?» Élise hésita, puis hocha lentement la tête. « Parfois, j'essaie de les ignorer. » »« Pourquoi ? » ?»« Parce qu'ils effrayaient ma mère. Elle m'a averti de ne jamais en parler. » Étoile du matin acquiesça. « Elle craignait pour toi avec raison. Ton village t'aurait lié à ce poteau bien plus tôt s'ils avaient su. » Elle fixa Élise d'un regard pénétrant. Mais ici, de tels rêves sont compris. Ils sont un don, pas une malédiction. Que suis-je censé faire de ce don ? D'abord, tu dois l'accepter comme une part de toi-même. Ensuite, tu dois apprendre à écouter correctement. La vieille femme prit les mains d'Élise dans les siennes. « Je peux t'enseigner si tu souhaites apprendre. » Élise regarda leurs mains jointes, une paire jeune et forte, l'autre noueuse et âgée, mais transmettant une immense puissance. « Et si je ne souhaite pas apprendre ? Alors tu restes la bienvenue parmi nous malgré tout, ou tu peux retourner vers ton peuple, bien que je ne le recommanderais pas. » Un sourire plissa les coins des yeux d'Étoile du matin. « Le choix t'appartient, à toi seul. » Alors qu'elle retournait au camp, l'esprit d'Élise tourbillonnait de possibilités. À la lisière du campement, Faucon Vif attendait, sa haute silhouette se découpant contre la lumière matinale. « As-tu décidé ?» demanda-t-il à leur approche. Élise le regarda, puis regarda Étoile du matin, et enfin le camp où les gens vaquaient à leurs tâches quotidiennes avec dignité. Elle pensa à Saint-Roch, à la peur qui avait transformé des voisins en accusateurs. Puis elle se souvint de la pluie qui était tombée alors qu'ils fuyaient, effaçant leurs traces. La pluie venue après des mois de sécheresse, exactement comme Faucon Vif l'avait prédit. « Je veux comprendre, dit-elle enfin. Je veux apprendre ce que ce don signifie, comment l'utiliser avec sagesse. » Étoile du matin hocha la tête avec approbation. La sagesse commence par l'acceptation. L'expression de Faucon Vif resta inchangée, mais quelque chose s'adoucit dans son regard. « Alors tu resteras ?» Élise prit une profonde inspiration, se sentant comme à la croisée des chemins. Derrière elle s'étendait le sentier familier, dangereux mais connu. Devant elle, l'incertitude, mais aussi la possibilité. « Oui, dit-elle, le mot résonnant comme le premier pas d'un nouveau voyage. Je resterai. » 3 semaines plus tard, le shérif Bastien entra au Canyon Rouge sous une bannière de trêve. Aigle Blanc le reçut avec une hospitalité prudente, tandis que Faucon Vif allait chercher Élise dans le tipi d'Étoile du matin, où elle apprenait les méthodes de guérison de l'ancienne. « Shérif ?» Élise le salua, soudainement consciente de son apparence changée. Sa peau brunie par le soleil, ses cheveux tressés à la manière des femmes de la tribu, sa robe faite de peau souple. Bastien ôta son chapeau, le tordant entre ses mains. « Mademoiselle Ducharme, vous avez bonne mine. Qu'est-ce qui vous amène ici, shérif ?» Sa voix ne trahissait rien de l'anxiété que sa présence éveillait. « Des nouvelles du bourg. » Il jeta un coup d'œil à Faucon Vif, qui se tenait protecteur aux côtés d'Élise. « La sécheresse a rompu la nuit où vous êtes partis. Les récoltes reprennent et il y a eu du changement dans les esprits. » « Le père Mallet a eu un changement de cœur ?» demanda Élise avec scepticisme. « Le père Mallet est parti.
Il a fait ses bagages et a quitté la région après que Jacques Renard s'est levé à l'église et a lu le journal de votre mère. Le visage buriné du shérif se plissa en un faible sourire. Il semble que votre mère connaissait bien le frère de Mallet. Elle savait pourquoi il s'était ôté la vie aussi. Le prêtre n'a pas pu affronter le village une fois la vérité révélée. Élise absorba l'information, sentant un poids inattendu s'envoler de ses épaules. Et les accusations contre moi sont retirées ? Le conseil municipal m'a envoyé pour vous dire que vous êtes la bienvenue si vous souhaitez revenir. Il hésita. Si vous le voulez. Élise sentit Faucon Vif se tendre à côté d'elle. Elle pensa aux leçons d'étoiles du matin, aux rêves qui venaient maintenant avec plus de clarté, offrant une guidance plutôt que de la confusion. Elle pensa à l'acceptation qu'elle avait trouvée parmi ces gens qui valorisaient ses dons au lieu de les craindre. « Merci, shérif. Dites-leur que je suis reconnaissante. » Elle redressa les épaules. « Mais mon chemin est ici désormais. » Bastien hocha la tête comme s'il avait attendu cette réponse. « Votre cabane et vos affaires restent intactes, si jamais vous changez d'avis. Je sais où trouver Saint-Roch, » termina Élise pour lui. Alors que le shérif repartait, Faucon Vif se tourna vers elle. « Tu aurais pu retourner à ta vie là-bas ?» Élise secoua la tête. « Cette vie s'est terminée la nuit où ils m'ont attachée à ce poteau. » Elle regarda le canyon où le soleil couchant peignait les roches rouges d'or. « Ma mère m'a dit un jour que parfois, nous devons tout perdre pour trouver notre véritable chemin. Je crois que j'ai trouvé le mien. » La main de Faucon Vif trouva la sienne, leurs doigts s'entremêlant. « Les esprits m'ont guidé vers toi cette nuit-là. Peut-être savait-il ce qu'aucun de nous ne comprenait encore, que deux personnes de mondes différents pouvaient s'aider à trouver leur véritable place. » Alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel bleu profond, Élise sentit une paix s'installer en elle. Les rêves viendraient ce soir, comme ils le faisaient la plupart des nuits maintenant. Mais ils n'apportaient plus la peur. Au lieu de cela, ils offraient des aperçus d'un avenir se déployant comme les pétales d'une fleur du désert. Un avenir où les dons étaient honorés plutôt que craints, où la guérison jetait un pont entre les mondes, et où une femme, autrefois enchaînée, avait enfin trouvé la vraie liberté.